Dans la vie, il faut jamais renier ses origines, peu importe le prix à payer. Bienvenue sur Drama Africaine. Si t'es nouveau, abonne-toi. À la chaînette, j'ai une petite surprise pour toi à la fin de cette vidéo. La poussière rouge de Kapelou collée aux pieds nus des enfants et aux souvenirs de ceux qui étaient partis sans jamais vraiment revenir. Le village vivait au rythme lent des saisons, des chants du matin et des silences du soir. Ici, chaque visage racontait une histoire, chaque arbre portait une mémoire. C'est dans ce village qu'Aminata avait donné naissance à Sana, une nuit de pluie battante, alors que les tambours funéraires résonnaient pour une autre femme morte en couche. La vie et la mort s'étaient recroisées ce soir-là, comme pour annoncer que l'existence de Sana serait faite de contrastes. Aminata élevait sa fille seule. Le père avait disparu avant même que Sana n'apprenne à prononcer son nom. Certains disaient qu'il était parti à la ville chercher fortune, d'autres qu'il avait fui la responsabilité. Aminata, elle, ne disait rien. Elle avait appris que le silence protège parfois mieux que la colère. Elle travaillait au champ, au marché, partout où ses mains pouvaient gagner de quoi nourrir sa fille. Sana grandissait, observant cette mère courbée sous le soleil, vêtue de pagnes simples, parlant avec respect aux anciens et avec douceur aux enfants. Mais très tôt, Sana sentit naître en elle une gêne. Lorsque des visiteurs venaient de la ville, leurs vêtements propres, leurs mots étrangers, leur manière sûre d'elle-même faisaient vibrer quelque chose dans son cœur. Elle regardait sa mère avec un regard différent. Non plus celui de l'enfant reconnaissante, mais celui d'une jeune fille qui commence à comparer. À l'école du village, Sana brillait. Les maîtres disaient qu'elle avait l'esprit vif. On lui répétait qu'elle n'était pas faite pour rester à Kapelou. Ces paroles, bien qu'encourageantes, plantèrent une graine dangereuse. Peu à peu, Sana associa le village à la petitesse et la ville à la grandeur. Elle commença à rêver d'une vie où personne ne connaîtrait Aminata, où personne ne la verrait marcher pieds nus derrière elle. Le jour où Sana obtint une bourse pour aller étudier en ville, tout le village se réunit. Aminata pleurait de fierté. Elle sacrifia ses économies pour acheter à sa fille une valise, modeste mais solide. Cette valise contenait plus que des vêtements. Elle contenait les espoirs d'une mère, ses prières silencieuses et son amour inconditionnel. À la ville, Sana découvrit un autre monde. Les routes goudronnées, les immeubles, les lumières, les gens pressés. Très vite, elle comprit que pour être acceptée, elle devait se transformer. Elle modifia sa façon de parler, corrigea son accent, changea son style. Quand on lui demandait d'où elle venait, elle répondait vaguement, évitant le nom de Kapelou comme on évite une blessure mal cicatrisée. Les appels d'Aminata devinrent moins fréquents. Sana trouvait toujours une excuse. Les études, le travail, la fatigue. En réalité, chaque conversation lui rappelait ce qu'elle essayait d'effacer. Elle commença même à dire à ses amis que sa mère vivait loin, très loin, ou qu'elle était malade et ne pouvait pas voyager. Parfois, dans un moment de lâcheté plus profond, elle la disait morte. Aminata sentait la distance grandir, mais elle ne forçait rien. Elle continuait à parler de sa fille avec fierté au marché. Elle disait que Sana réussirait, même si elle ne revenait jamais. Le soir, seule dans sa case, elle priait pour que le cœur de sa fille ne se ferme pas complètement. Les années passèrent. Sana réussit. Elle trouva un bon travail, fréquenta des milieux influents et tomba amoureuse d'un homme respecté, cultivé, venu lui aussi d'un autre monde. Jamais elle ne parla de Kapelou. Jamais elle n'invita Aminata. La honte s'était installée comme une habitude, confortable et cruelle. Un matin, alors que le soleil se levait à peine sur le village, Aminata s'effondra dans son champ. Son corps fatigué avait trop donné. Les anciens dirent que son esprit appelait quelqu'un. Son nom sortit des lèvres d'Aminata comme un souffle. Sana. Le message mit plusieurs jours à atteindre la ville. Quand Sana l'entendit, son cœur se serra, mais pas assez pour la faire courir immédiatement. Elle calcula, hésita, pesa les conséquences. Revenir au village signifiait risquer de voir s'écrouler le mensonge qu'elle avait bâti avec tant de soin. Ce soir-là, Sana ne dormit pas. Pour la première fois depuis longtemps, le visage de sa mère lui apparut clairement, sans filtre, sans honte. Et quelque part, au fond de son cœur, une voix murmurait que le passé qu'on renie finit toujours par revenir demander des comptes. Sana prit la route du village au petit matin, sans prévenir personne. Elle avait laissé derrière elle son appartement silencieux, ses vêtements soigneusement rangés et cette vie bien construite qui ne supportait aucune fissure. Dans le quart poussiéreux qui roulait vers l'intérieur du pays, chaque kilomètre semblait l'éloigner de la femme qu'elle prétendait être, pour la rapprocher de celle qu'elle avait tenté d'oublier. Le paysage changeait lentement. Les immeubles cédèrent la place aux arbres, les routes goudronnées se transformèrent en pistes, et avec chaque secousse du véhicule, les souvenirs enfouis remontaient. Sana se rappelait son enfance.
les matins où Aminata la réveillait doucement, les mains encore couvertes de terre, la voix fatiguée mais tendre. Elle se souvenait des repas simples, partagés dans le silence, et des histoires racontées à la lumière de la lampe à huile. Quand le car s'arrêta à l'entrée de Kpelou, Sana sentit son cœur battre plus vite. Le village semblait inchangé, comme figé dans le temps. Les mêmes cases, les mêmes arbres, les mêmes chemins de terre. Pourtant, elle avait changé. Elle marchait avec hésitation, comme une étrangère sur sa propre terre. Aminata était allongée sur une natte, sous l'ombre d'un grand fromager. Son corps paraissait fragile, presque trop léger pour contenir encore une âme. Mais quand elle ouvrit les yeux et vit Sana, un sourire lent se dessina sur son visage. Ce sourire n'avait ni reproche ni surprise. C'était comme si elle avait toujours su que sa fille finirait par revenir. Sana resta immobile, incapable de parler. Les mots qu'elle avait préparés dans le car s'étaient envolés. Elle se contenta de s'agenouiller près de sa mère. Aminata posa une main tremblante sur sa tête. Un geste ancien, protecteur. Sana sentit une chaleur qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Cette chaleur lui brûla la poitrine. Les jours suivants, Sana resta au village. Elle s'occupait d'Aminata, la nourrissait, la lavait, veillait sur son sommeil. Les villageois l'observaient, sans poser de questions. Certains la reconnaissaient, d'autres la voyaient comme une étrangère. Elle évitait les regards, craignant qu'un mot, un nom, ne fasse tomber son masque. La nuit, Sana avait du mal à dormir. Les sons du village, si familiers autrefois, lui semblaient maintenant trop proches, trop vrais. Elle réalisait à quel point elle s'était éloignée de cette vie, et à quel point elle avait eu honte de ce qu'il avait pourtant construite. Aminata parlait peu, mais chaque parole semblait lourde de sens. Elle racontait des souvenirs, non pour accuser, mais pour transmettre. Elle parlait de sa propre mère, des sacrifices silencieux, des choix difficiles. Sana écoutait, le cœur serré. Elle comprenait que sa mère n'avait jamais vécu pour elle-même, mais toujours pour sa fille. Un après-midi, alors que le soleil déclinait, Aminata prit la main de Sana et lui demanda simplement si elle était heureuse. La question frappa Sana comme un coup. Elle voulut répondre oui, par habitude. Mais les mots ne sortirent pas. Pour la première fois, elle se rendit compte que sa réussite n'avait jamais effacé ce vide. Le village, lui, continuait de vivre. Les enfants jouaient, les femmes riaient au puits, les anciens discutaient sous l'arbre à palabres. Sana observait cette vie qu'elle avait méprisée. Elle voyait maintenant la dignité, la solidarité, la richesse invisible qu'elle avait refusé de reconnaître. Mais la peur ne l'avait pas quittée. Elle savait que tôt ou tard, la vérité devrait être dite, à son compagnon, à ses collègues, au monde qu'elle avait rejoint. Et cette vérité lui semblait plus lourde que tout ce qu'elle avait porté jusqu'ici. Une nuit, Aminata se réveilla en sursaut et murmura le prénom de Sana comme une supplique. Sana se pencha vers elle. Sa mère lui dit que la vérité est comme une source enfouie. On peut marcher dessus pendant des années, mais un jour, l'eau finit toujours par jaillir. Ces mots enterrent Sana. Elle comprit que son retour au village n'était pas seulement une visite. C'était une épreuve, une confrontation. Et peut-être le début d'un chemin qu'elle n'avait jamais eu le courage d'emprunter. Au loin, les tambours résonnèrent pour annoncer une cérémonie prochaine. Sana ignorait encore que ces sons marquaient aussi le début de la chute de tous ses mensonges. Les jours passèrent à Kpelou comme une lente traversée. Sana avait cessé de compter le temps. Elle vivait désormais au rythme de la respiration de sa mère, du lever du soleil et du chant des coqs. Chaque matin, elle se réveillait avant l'aube, comme Aminata l'avait fait toute sa vie. Et elle comprenait enfin ce que signifiait donner sans attendre en retour. Aminata allait un peu mieux certains jours, assez pour s'asseoir dehors et regarder le village vivre. Sana l'installait à l'ombre, puis restait près d'elle en silence. Ces silences étaient lourds, mais ils n'étaient plus vides. Ils contenaient tout ce qui n'avait jamais été dit. Un après-midi, un étranger arriva au village. Il venait de la ville, portait une caméra et parlait avec assurance. Il se présenta comme Moussa, journaliste, venu réaliser un reportage sur les traditions et les histoires oubliées des villages de l'intérieur du pays. Sana sentit son cœur se serrer. Elle reconnut aussitôt l'homme. C'était celui qu'elle aimait, celui à qui elle avait tout raconté, sauf l'essentiel. Elle tenta de se cacher, mais le village est un espace sans secret. Moussa remarqua rapidement sa présence. Il la regarda avec surprise, puis avec une interrogation silencieuse. Sana évita son regard, elle n'était pas prête. Pas encore. Moussa, de son côté, fut attiré par Aminata. La vieille femme avait cette dignité rare qui force l'écoute. Il l'interviewa longuement, sans savoir qu'il filmait la mère de la femme qu'il aimait. Aminata parla de la terre, de la pauvreté, des sacrifices des femmes, de l'amour silencieux des mères africaines. Sa voix était faible, mais chaque mot portait un poids immense. Sana écoutait de loin, le cœur battant. Chaque phrase de sa mère semblait la viser directement.
Quand Aminata évoqua sa fille partie à la ville, Sana sentit ses jambes trembler. Elle craignait que son nom ne soit prononcé, que tout s'effondre d'un seul coup. Mais Aminata ne prononça pas le nom. Elle parla avec respect, avec douceur. Elle dit que sa fille avait cherché une vie meilleure et qu'elle n'en voulait jamais à un enfant de vouloir grandir. Ces mots brisèrent Sana. Elle comprit à quel point elle avait mal jugé cette femme qu'elle avait reniée. Le soir, Sana affronta Moussa. Elle lui demanda pourquoi il était venu au village sans la prévenir. Il répondit simplement que le travail l'avait conduit là et qu'il avait été surpris de la voir. Il lui demanda qui était cette femme si digne, si forte. Sana hésita, puis répondit que c'était une parente. Encore un mensonge. Mais ce mensonge lui coûta plus que tous les autres. La nuit, Sana pleura en silence. Elle se rendait compte que l'amour qu'elle vivait était bâti sur une omission. Elle savait que tôt ou tard, la vérité devrait sortir et qu'elle risquait de tout perdre. Aminata, comme si elle avait senti la tempête intérieure de sa fille, l'appela à son chevet. Elle lui dit que l'amour ne survit pas au masque. Elle lui rappela que la honte est un fardeau qu'on s'impose soi-même. Sana voulut parler, se confesser, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Le lendemain, Moussa annonça qu'il comptait diffuser le reportage très bientôt. Sana sentit la panique l'envahir. Elle imagina les regards, les questions, la révélation publique. Elle tenta de convaincre sa mère de ne pas parler d'elle. Aminata la regarda longuement, puis lui dit que la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle existe, simplement. Ce jour-là, Sana comprit que le combat ne se faisait plus à l'extérieur, mais en elle, entre la femme qu'elle avait inventée et celle qu'elle avait always été, entre l'amour et la peur. Au coucher du soleil, Aminata prit la main de Sana et la serra avec une force inattendue. Elle lui murmura que parfois, le plus grand sacrifice n'est pas de donner sa vie, mais de laisser la vérité sortir, même quand elle fait mal. Sana regarda le ciel s'assombrir. Elle savait désormais que la tempête approchait et qu'elle ne pourrait plus fuir. Le jour se leva sur Kapelou avec une lourdeur inhabituelle. L'air semblait plus épais, comme si le village lui-même retenait son souffle. Sana se réveilla avant l'aube, le cœur serré par une inquiétude qu'elle n'arrivait plus à ignorer. Elle savait que quelque chose allait se produire. Les mots de sa mère, les silences de Moussa, les regards des villageois, tout annonçait une rupture imminente. Moussa se préparait à filmer une dernière séquence avant son départ. Il voulait capturer l'essence du village, disait-il, avant que le monde moderne n'efface ses réalités. Sana évitait soigneusement le lieu du tournage, mais la caméra, comme la vérité, finit toujours par trouver son chemin. Aminata insista pour être présente. Malgré sa faiblesse, elle demanda à s'asseoir sous l'arbre à palabres, là où les décisions importantes s'étaient reprises. Les anciens l'aidèrent à s'installer. Sana tenta de l'en dissuader, mais sa mère refusa avec douceur. Elle disait que certaines paroles doivent être prononcées là où les ancêtres écoutent. Le tournage commença. Moussa posa des questions simples, mais profondes. Aminata répondit sans détour. Elle parla de la vie des femmes, de l'abandon, du courage quotidien. Puis, sans que personne ne s'y attende, elle parla de sa fille. Cette fois, elle prononça son nom. Sana, le monde sembla s'arrêter. Les murmures parcoururent l'assemblée. Les regards se tournèrent vers Sana, figée, incapable de bouger. Moussa la reconnut aussitôt. La caméra trembla légèrement dans ses mains. Il comprit. Tout le mensonge, le silence, la honte. Aminata continua de parler. Elle dit qu'elle n'avait jamais reproché à sa fille d'avoir voulu partir. Elle dit que la douleur n'était pas l'éloignement, mais le reniement. Elle expliqua que les racines ne demandent pas qu'on les glorifie, seulement qu'on ne les renie pas. Sana sentit les larmes couler. Elle voulut parler, s'expliquer. Mais les mots étaient inutiles. La vérité avait déjà tout dit pour elle. Moussa arrêta finalement la caméra, bouleversé. Il regarda Sana avec un mélange de tristesse et de compréhension. Il n'y avait ni colère ni accusation, seulement une immense déception. Le reportage fut diffusé quelques jours plus tard. Il se propagea rapidement, touchant les cœurs bien au-delà du village. Les gens virent Aminata, fragile mais digne, et entendirent de son histoire. Sana devint malgré elle le symbole de nombreux enfants qui avaient eu honte de leurs origines. À la ville, Sana sentit le poids du regard des autres. Certains la soutinrent, d'autres la jugèrent, mais pour la première fois, elle n'avait plus envie de se cacher. Elle retourna au village, consciente que sa vie ne pourrait plus jamais être la même. Aminata s'affaiblissait, son souffle devenait court. Sana resta à ses côtés jour et nuit. Elle lui parla, pleura, demanda pardon. Aminata l'écouta avec un sourire paisible. Elle lui dit que le pardon avait toujours été là bien avant les excuses. Une nuit, Aminata prit la main de Sana et la serra doucement. Elle lui murmura que la vérité a un prix, mais que la liberté qu'elle apporte est plus grande que la peur. Puis elle ferma les yeux. Le village pleura, Sana pleura.
Mais au milieu de cette douleur, quelque chose s'ouvrait. La honte se dissolvait lentement, remplacée par une compréhension nouvelle. Sana savait que le sacrifice de sa mère ne serait pas vain. Le matin où Aminata fut mise en terre, le village de Kpelou se réveilla dans un silence rare. Même les oiseaux semblaient avoir compris que ce jour n'était pas comme les autres. Les femmes se couvrirent de pagnes sombres. Les hommes parlèrent à voix basse. Et les enfants observaient sans comprendre pleinement le poids de ce qui se jouait. Sana resta debout près de la tombe fraîche, les yeux secs mais brûlants. Elle avait tant pleuré les jours précédents que ses larmes semblaient épuisées. Pourtant, au fond d'elle, une douleur nouvelle naissait. Ce n'était plus seulement la perte de sa mère, mais la perte de toutes les paroles qu'elle n'avait jamais osé dire à temps. Après l'enterrement, Sana prit la parole devant tout le village. Sa voix tremblait, mais elle ne s'arrêta pas. Elle avoua sa honte, ses mensonges, sa peur d'être jugée. Elle reconnut qu'elle avait cru que ses origines étaient un frein, alors qu'elles étaient sa fondation. Les anciens l'écoutèrent en silence. Personne ne la condamna. Certains hochèrent la tête, comprenant trop bien ce combat intérieur que vivent tant d'enfants partis loin. Les jours suivants, Sana refusa de retourner immédiatement à la ville. Elle resta à Kpelou, dans la case de sa mère. Chaque objet, chaque trace racontait une vie de sacrifice. Elle nettoyait, réparait, écoutait les histoires que les voisins lui racontaient sur Aminata. Peu à peu, elle reconstruisait le portrait réel de cette femme qu'elle n'avait jamais vraiment regardée. Moussa revint au village. Il ne parlait plus en journaliste, mais en homme blessé et sincère. Il dit à Sana que la vérité avait fait mal, mais qu'elle avait aussi révélé une force qu'il ignorait. Il lui confia que le reportage avait touché des milliers de personnes. Pas pour le scandale, mais pour l'humanité qu'il révélait. Sana prit une décision qui surprit tout le monde. Elle annonça qu'elle quittait son travail et qu'elle revenait vivre au village, au moins pour un temps. Elle voulait honorer la mémoire de sa mère, autrement que par des regrets. Elle commença à organiser des rencontres pour les femmes, à aider les enfants à poursuivre leurs études, à raconter l'histoire d'Aminata comme celle de tant de mères invisibles. Ce qui avait commencé comme une honte publique devint une source de transformation. Des femmes se reconnurent dans le récit. Des enfants commencèrent à regarder leurs parents avec plus de respect. Sana comprit que le sacrifice de sa mère avait ouvert un chemin. Non seulement pour elle, mais pour d'autres. Un soir, assise sous le même fromager où Aminata aimait se reposer, Sana sentit une paix nouvelle l'envahir. Elle ne cherchait plus à être quelqu'un d'autre. Elle acceptait enfin toutes les parts d'elle-même. La ville, le village, la réussite, la pauvreté. Tout pouvait coexister sans contradiction. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura un merci. Elle savait que l'amour véritable ne disparaît pas avec la mort. Il se transforme en héritage, en force silencieuse, en vérité transmise. Et dans le cœur de Sana, là où la honte avait régné si longtemps, naissait enfin une fierté tranquille. Celle d'être issue d'une femme qui n'avait jamais cessé d'aimer, même quand elle avait été reniée. Celle d'avoir compris, peut-être trop tard, mais pour de bon, que nos origines ne nous retiennent pas, elles nous portent.